Voilà, nous nous retrouvons après ce petit message. On retrouvera d'ailleurs Michel Drucker tout au long de ce colloque pour avoir un petit peu, voir comment, en fin de compte, on reste jeune relativement longtemps, bien évidemment. Voilà, nous attaquons une partie extrêmement importante, c'est de savoir en fin de compte que nous dit aujourd'hui la science, que nous dit la médecine, que nous dit la recherche par rapport à ce que sont les marqueurs, à ce que sont les déterminants d'un vieillissement réussi. Nous avons le plaisir d'accueillir en plateau Éric Gilson, vous êtes biologiste, directeur de l'IRCAN, l'Institut de recherche sur le cancer et le vieillissement à Nice. Et on va bien sûr avec vous regarder si en fin de compte tout est programmé. À nos côtés également, le docteur Thierry Mathieu, vous êtes directeur scientifique de SYNLAB France et vous avez une start-up tout à fait intéressante qui s'appelle StarkAge SP qui essaye d'évaluer en fin de compte ce que serait le vrai âge. Est-ce qu'il y a vraiment un âge physiologique ? Et puis bien sûr, nous restons avec Jean-Michel Le Cerf qui, lui, nous abordera la question de la clinique. Qu'est-ce qu'on fait en clinique? Qu'est-ce qu'on peut proposer à nos patients? Alors, j'ai envie de faire la transition, Éric Gilson, avec ce qu'on a dit précédemment. Est-ce qu'on peut considérer que, dans le questionnaire, d'ailleurs, je vais vous faire réagir sur le questionnaire que vous avez écouté. Ça vous a dit quoi, ce questionnaire, sur l'attitude, en fin de compte, des Français, qui est de dire, bah, écoutez, les sujets jeunes, en fin de compte, sont ceux qui ont le plus peur de vieillir? Bonjour d'abord, enchanté d'être là, vraiment ravi. Et je suis très content que vous me posiez cette question parce que je m'étais fait la réflexion quand j'ai écouté le sondage que les jeunes avaient bien raison de se préoccuper de leur vieillissement parce que je crois que c'est un point qui me semble extrêmement important, c'est que le vieillissement est un processus long qui ne se chevauche pas uniquement, j'allais dire, ce qu'on appelle généralement la vieillesse ou le ressenti des gens par rapport à la vieillesse. C'est quelque chose qui se prépare quand on est jeune. Et si les jeunes se préoccupent de leur vieillissement, je pense qu'ils ont bien raison. Et surtout, il faut les aider à prendre les bonnes décisions et les bonnes attitudes. Et je pense que là, il y a encore beaucoup de progrès à faire dans cette direction. Donc oui, j'étais très intéressé et les jeunes ont raison. Voilà. Alors il y a un corollaire à ce qu'on a entendu tout à l'heure, et je vais vous poser la question tout de suite, Éric Gilson, c'est de dire, en fin de compte, est-ce que dans tout ce qui se passe, est-ce que tout est écrit? Est-ce que, en fin de compte, on peut encore faire quelque chose? Parce qu'on a toujours envie de dire, bon, il y a la génétique, donc il y a un programme qui est fait. Deuxième élément, on dit, oh, l'environnement, ça touche un petit peu la génétique, ça peut la modifier. Mais est-ce que vraiment tout cela est déjà programmé? J'allais dire, comme d'habitude, c'est un mélange des deux. Si je puis me permettre, je passe ma première diapositive pour illustrer ce que je vais dire. Il y a des programmes biologiques qu'on commence à peine à comprendre, qui sont liés à un processus de vieillissement naturel, mais aussi un processus de vieillissement qui peut amener à des dysfonctionnements aboutissant à des pathologies. Donc ces processus biologiques qui en fait sont décodés maintenant depuis relativement récemment. Hein. Quand j'étais étudiant, il n'y avait pas vraiment de cours sur la biologie du vieillissement. Maintenant, il y a des masters, il y a des doctorats sur la biologie du vieillissement. C'est une vraie révolution. Et comme d'habitude, en science, il y a une étape un peu réductionniste où on essaye de comprendre des mécanismes de base. C'est ce qui illustre le schéma que j'ai évidemment pas le temps de commenter en détail, mais c'est pour illustrer les différents, j'allais dire, processus cellulaires qui sont dérégulés au cours du vieillissement, au cours du développement et aboutissant au vieillissement. Et donc on connaît ces processus de base, mais on connaît encore très peu de choses sur leur hiérarchisation, leur programmation, et c'est ce qui nécessite. Mais on connaît suffisamment pour transférer cette connaissance pour des applications médicales. Il y a une nouvelle discipline qui a été, j'allais dire, fondée en 2014 à travers un article assez célèbre qui a été publié dans la revue Cell, qui s'appelle la géroscience. La géroscience, c'est finalement une nouvelle discipline qui consiste à vouloir transférer en application humaine les connaissances acquises de la biologie du vieillissement avec pour espoir, et ça c'est un credo qui je crois est encore en discussion, en se disant si on ralentit ces processus biologiques, on va prévenir, voire retarder, voire annihiler en fait l'apparition des maladies liées à l'âge. Donc en fait, en intervenant, c'est pour ça que je vous répondais sur les jeunes et j'étais content, c'est effectivement chez les jeunes qu'il faut pouvoir, si on peut ralentir au bon moment, sur la bonne personne, des personnes à risque par exemple, il faut avoir les bons marqueurs pour ça, on en a certains, on les a certainement pas tous, avant d'arriver évidemment à l'incendie et aux traitements lourds et aux maladies où... toutes les gériatres que je connaisse disent que quand ça arrive, c'est souvent trop tard et la comorbidité est un problème majeur.
Donc la preuve de concept pour les biologistes, c'est souvent avec des souris. Et si on agit sur un de ces déterminants biologiques, qui est l'apparition d'une forme particulière de cellules sénescentes qui favorisent le vieillissement des organes, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, disons dans un premier modèle génétique, une souris sur laquelle on est capable, j'allais dire, à façon d'éliminer ces cellules sénescentes, c'est la souris droite, qui est une souris qui aurait 70 ans pour nous. Elle paraît évidemment bien plus en bonne santé, ce qui est le cas, ça a été mesuré, que la souris de gauche contrôle, qui elle commence à avoir tous les stigmates du vieillissement. La question, c'est la transposition chez l'homme. La cénothérapie, qui a la possibilité de cibler ces cellules sénescentes avec des drogues, est un gros espoir, mais je crois qu'il faut vraiment être très clair, c'est ce que j'ai écrit, on ne sait pas si ça fonctionne chez l'humain, donc ce que je vous ai montré chez la souris, on ne sait pas si ça fonctionne chez l'humain, mais l'espoir est tellement grand. Imaginez un monde où il n'y ait plus de maladies liées à l'âge. Il n'y aurait presque plus besoin d'hôpitaux ni de médecins, presque, d'une certaine façon. Ça fait un peu peur quand même, non ? Ça fait un peu peur, exactement. Mais ça veut dire que c'est une perspective énorme. Donc il y a un énorme investissement, aussi bien public que privé, dans cette direction. Là, j'ai listé un peu une série d'essais cliniques déjà qui sont en cours. Donc c'est un domaine extrêmement actif dans le domaine. Donc, pour finir, un questionnement, c'est qu'en fait, on connaît les processus biologiques de base, c'est ce que je vous disais. On ne connaît pas leur intégration et on ne connaît pas les mécanismes qui lient ces processus à la physiopathologie des maladies liées à l'âge. C'est clairement la prochaine étape pour pouvoir cibler les bons processus et vraiment obtenir soit des actions de prévention, soit des actions de détection très jeunes, voire chez des personnes relativement jeunes, entre guillemets, voire très jeunes, sur leur susceptibilité à développer ces pathologies liées à l'âge. Et pour ça, il faut développer la biologie. C'est le second message que je voulais faire passer. La biologie du vieillissement, que je me disais, c'est d'une certaine façon une discipline neuve. Là, j'ai un peu rassemblé les forces françaises, dont l'Institut Pasteur de Lille, sur les actions régionales. Il y a des programmes nationaux qui sont mis en place. Il y a une vraie fédération des forces de recherche qui est extrêmement importante, portée par nos organismes de recherche publics, mais qui doivent être en interface avec le secteur privé. Voilà. C'était un peu le message principal que je voulais faire passer. Bien sûr, il y a derrière tout ça quand même une question qui se pose, parce que certains d'entre vous les connaissent forcément. Il y a un mot magique. Le mot magique, c'est télomère. Voilà. C'est un mot magique qui a été développé peut-être de façon médiatique, mais qui, en fin de compte, nous renvoie à cette notion de, peut-être qu'au niveau de nos gènes, et vous allez nous expliquer ce que sont les télomères, il y a peut-être déjà des choses décrites. Alors, qu'est-ce que ces télomères et qu'est-ce que ça dit de notre espérance de vie ? Donc les télomères, en fait, j'avais prévu une diapositive. Ah, vous aviez prévu ma question. Vous saviez que j'allais vous embêter là-dessus. Donc, vous êtes un spécialiste, c'est normal. Oui. Il y a quelque chose de particulier dans les télomères par rapport aux autres processus biologiques qui déterminent le vieillissement, comme j'ai dit précédemment, c'est qu'on est programmé pour les perdre, à peu près quand on sort du ventre de notre maman. Et ça, c'est un processus parfaitement physiologique. Alors, le paradoxe, c'est qu'on perd nos télomères, et ça a été montré très largement qu'une perte excessive des télomères conduit au vieillissement et à beaucoup de maladies. Donc ça, c'est la trajectoire d'un individu. Chaque point, c'est un individu, donc il y a une certaine hétérogénéité, mais on voit bien qu'on perd très rapidement nos télomères jusqu'à 20 ans, et on les perd toute notre vie dans nos cellules somatiques. Donc la question, c'est pourquoi ? Et finalement, si on rallonge les télomères, on peut vivre plus longtemps. C'est ce que beaucoup de gens pensent, et il y a beaucoup d'études qui sont faites. Mais, voilà. Le mais, il est là. Le mais, c'est que quand les télomères, c'est ce raccourcissement des télomères, et je crois que maintenant, il y a peu de doutes sur cette conclusion. Il faut toujours être prudent, mais il y a quand même peu de doutes sur cette conclusion scientifique. Ce raccourcissement est une barrière au développement des cancers. Ça veut dire qu'en fait, le prix à payer d'une certaine façon pour avoir un certain niveau de protection des cancers, c'est d'une certaine façon de favoriser un vieillissement qui n'est pas forcément pathologique, qui peut être parfaitement normal, mais c'est un prix à payer pour ça. Ça veut dire que si vous rallongez les télomères, d'une certaine façon, vous faites passer une étape de la cellule normale qui va devenir cellule cancéreuse, vous lui facilitez la tâche d'une certaine façon. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. C'est un bon concept, mais c'est en pratique, ça ne marche pas vraiment. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Donc, on ne va pas mesurer ce télomère pour savoir quel âge on a. Si, on peut. C'est intéressant. Ça, évidemment, c'est du cross-sectionnel. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas le même individu qu'on a suivi. Mais
si vous voulez, s'il y a un décrochage, moi je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir suivre l'évolution au niveau du même individu de la taille de ses télomères. Je pense que c'est ça l'avenir. Et s'il y a un décrochage, comme on mesure la glycémie tous les ans, on a sa taille de télomère de référence. Si l'année N+1, vous apercevez que vous avez... vous allez faire un check-up immédiatement. Ça peut être à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. Une façon de filtrer. C'est une façon de filtrer. Je pense que ça, c'est la direction qu'il faut prendre par rapport aux télomères. Les rallonger, ce n'est pas une bonne idée. Voilà, le message est passé. On va revenir tout à l'heure, bien sûr, parce que vous allez poser des questions, bien évidemment. Donc, je vous attends toujours sur les questions. Et on va y revenir tout à l'heure, d'ailleurs, avec Thierry Mathieu, puisqu'en fait, l'aspect biologique va être envisagé. Mais on va passer par la clinique, parce que c'est quand même l'élément important, l'évidence-based médecine. Qu'est-ce que nous apportent, en fin de compte, les études cliniques d'observation, d'épidémiologie sur, justement, l'évolution de l'âge? Jean-Michel Le Serre. On va prendre la petite zapette. On est en direct, donc vous voyez, on passe la petite zapette, voilà. Je vous rassure, alors, sur le plan sanitaire, nous sommes tous vaccinés, triplement vaccinés. Avec le pass sanitaire, tout va bien. Jean-Michel Le Serre. D'abord, merci à Éric Gilson pour son discours tout à fait intéressant. Les télomères sont en fait des marqueurs intéressants sur le plan épidémiologique, puisque ça vous permet de dire, tiens, on sait que les gens qui sont en surcharge pondérale, par exemple, ont des télomères qui sont un peu plus courts. Donc, c'est un indicateur au niveau individuel, c'est aussi un élément de recherche sur le plan épidémiologique. Maintenant, je suis d'accord avec vous, c'est un peu faire le magicien que de vouloir les rallonger. Je crois qu'il faut avoir un message très clair. Il y a des molécules qui circulent sur Internet qui disent, alors soit c'est du charlatanisme et les gens perdent leur argent, soit c'est vrai et dans ce cas-là, c'est dangereux. Donc, je veux que le message soit très clair. Voilà, ne vous laissez pas faire sur Internet. Jean-Michel Le Serre. Voilà, alors, on va passer sur... La question qui me posait, c'est quels sont les déterminants d'un vieillissement réussi? Alors, un vieillissement réussi, c'est quoi? C'est peut-être, bien sûr, l'espérance de vie, mais ça n'est pas suffisant. Chacun est d'accord pour s'accorder pour dire que l'espérance de vie est un élément important, mais on l'a dit, vivre mieux et plus longtemps, le vivre mieux est important. Aujourd'hui, cette espérance de vie est aux alentours de 79-80 ans pour les hommes, 85 ans pour les femmes. Mais il y a aussi, et c'est quand même une bonne nouvelle qu'il faut rappeler, Jean-Marie Robin nous en parlait tout à l'heure, l'espérance de vie sans incapacité continue à augmenter. Et là, j'ai repris des statistiques de la DREES de octobre 2021, donc on ne peut pas plus récent, qui nous montrent que à 65 ans, une femme en 2020 a 12 ans d'espérance de vie sans incapacité et 18 ans sans incapacité sévère. C'est quand même extraordinaire. Et depuis 2008, le progrès a été de 2 ans. Parce qu'on entend quand même parfois des tas de gens qui nous disent ça va pas, tout va plus mal qu'avant. Ça n'est pas vrai. On a énormément de données qui sont quand même très encourageantes. Et on parlait tout à l'heure de ce regard quand on est jeune sur ce qui va se passer quand on est vieux. Et ça me fait penser à ce regard quand on est malade. Moi, je suis frappé en tant que médecin. Bien sûr, on dit c'est important de ne pas être malade, mais je suis frappé par le fait que tous ces malades que je soigne, que j'ai soignés, me disaient toujours « mais qu'est-ce que j'ai envie de vivre, y compris en étant malade ?» Et donc, je crois que c'est un message aussi qui est important. C'est pas parce qu'on est malade que tout se passe toujours très mal. Alors, le vieillissement réussi, c'est quoi? Bien, il y a le bien vieillir, le vieillir bien, on le disait tout à l'heure. Le vieillir bien, c'est moi, comment je me sens. Le bien vieillir, c'est un repère statistique, épidémiologique, qui est important, mais les deux sont complémentaires. Alors, parmi les déterminants vraiment importants dans le vieillissement réussi, il faut quand même le dire, c'est la lutte contre l'isolement et c'est le maintien des activités sociales. Cette photo illustre tout à fait le propos sans qu'on ait besoin de faire davantage de commentaires. La vie sociale est un élément qui entretient le cognitif, qui entretient aussi l'ensemble des activités humaines de façon très très positive. Donc tout ce qui va dans ce sens-là, ça a été redit tout à l'heure, est essentiel. Ensuite, des choses toutes simples, la vue et l'audition, bien voir, bien entendre, ça permet de rester en relation avec les autres. Et la relation, c'est la vie. La relation, c'est aussi l'entretien du cerveau. Et l'entretien du cerveau, eh bien, ça nous permet de garder la relation. Donc tout ça est lié. Des choses aussi simples que cela, ça fait partie d'une bonne prévention. Et puis, tout au long de la vie, ça a été dit par M. Gilson, Éric Gilson, il y a un instant, tout au long de la vie, le vieillissement est un processus qui commence dès la naissance. Finalement, quelqu'un qui est âgé, c'est quelqu'un qui a vécu plus longtemps que les autres, c'est peut-être la meilleure définition. Il y a ensuite
un nouveau concept qui est apparu, c'est celui de fragilité, qui est très intéressant parce que c'est un petit peu la plaque tournante. Et on peut dire qu'on va le représenter de façon concrète. Voilà 2 patients qui apparemment ont exactement les mêmes problèmes de santé, le même âge, hypertension, 78 ans, tous les 2 pneumopathie. Et bien celle de droite, la patiente de droite a eu un syndrome confusionnel après qu'elle soit tombée. Elle a été en maison de convalescence, elle a des difficultés à retrouver une autonomie. C'est celle-là qui est fragile. L'autre qui a eu une récupération rapide, qui a eu un retour à domicile sans aide, n'est pas encore dans cette fragilité. Et la fragilité est une plaque tournante parce que de fragile, on peut devenir dépendant. De fragile, on peut aussi repasser au stade antérieur vigoureux. Vous avez ici l'illustration de 2 personnes du même âge, 92 ans et 65 jours pour Harriet Thompson, et une autre personne qui a perdu toute capacité de rester encore vigoureuse. Et quand on est dépendant, il est très difficile de revenir à la situation antérieure, ce qui ne veut pas dire que la vie ne va plus valoir le coup d'être vécue heureusement. J'en profite juste, oui, j'interromps Jean-Michel, parce qu'on a un témoignage justement d'une dame qui nous dit « J'ai bientôt 80 ans, je suis toujours en activité de psychologue, et en fait, si je suis en pleine forme aujourd'hui, c'est parce que je suis bien aligné sur le plan physique, émotionnel et spirituel, et quand surtout, je côtoie des gens de tous les âges, et j'ai besoin de transmettre. » Donc ça rejoint bien ce que vous disiez, c'était en fin de compte de partager en permanence. Merci madame pour votre témoignage. 80 ans, je suis sûr que vous ne les faites pas, comme on dit. Oui, alors une autre note d'espoir, c'est les causes modifiables de la fragilité. J'en ai mis 2 qui sont irréversibles, bien sûr, l'âge et la génétique. La génétique qui fait la différence entre les individus. J'aurais pu marquer l'épigénétique aussi. Ça a déjà été soulevé, on le reviendra dessus tout à l'heure avec Laurent Storm. Les facteurs hormonaux, modifiables éventuellement, mais surtout sédentarité, alimentation, médicaments, pathologies chroniques plus ou moins, environnement, isolement, dépression sensorielle. Tout ça est modifiable. Donc on a énormément de points sur lesquels on peut agir de façon tout à fait importante. Donc vraiment plutôt une note d'espoir parce qu'on peut agir sur beaucoup de choses. Alors l'activité physique, c'est un élément clé. Ici, c'est une étude qui a essayé récemment en 2019, d'analyser de façon prospective l'impact de l'inactivité physique dans les 10 ans qui ont précédé le moment où l'étude a été réalisée. Vous voyez que, par exemple, sur le diabète, ça augmente de 74% le risque de diabète, de 36% d'Alzheimer et de 52% de maladies cardiovasculaires. Donc l'activité physique est vraiment un levier majeur. Alors, on ne peut pas toujours être actif, hein, et quand on est très, très handicapé, c'est difficile. Mais en tout cas, dans la prévention, oui. Et puis, la prévention commence tôt. Alors, tôt, c'est 60 ans. 60 ans, c'est jeune. Ici, c'est une étude récente qui a regardé l'impact de la composition du corps à 60 ans sur la qualité de vie. Sur la qualité de vie, excusez-moi. Direct, vous voyez, même le téléphone qui sonne. Voilà. À Lille, on appelle, on dit « Mais il est où Jean-Michel Le Serre ?» Il est où Jean-Michel Le Serre ? Excusez-moi. Sur la chance d'atteindre 90 ans et sur la qualité de vie à 90 ans. Vous voyez que quand la masse dite maigre, les os, les muscles est élevée et la masse grasse basse, la qualité de vie à 90 ans est nettement augmentée et de même, les chances d'atteindre 90 ans sont multipliées par 2,32 lorsque la masse musculaire est élevée à 60 ans. Masse musculaire qui dépend de facteurs génétiques, mais aussi de l'activité physique. Et puis, bien sûr, on ne peut pas... il faut évoquer la variation du poids parce que parfois certaines personnes disent oui, donc il faut plutôt maigrir. Non, il faut garder un poids stable. Il faut garder un poids stable parce que dans cette étude, on voit très bien que les gens qui augmentent leur poids ont un risque de déclin cognitif qui augmente, mais les gens qui perdent le poids ont aussi un risque de déclin cognitif qui augmente. Donc le poids stable est aussi un bon marqueur. Alors, sur le cerveau, puisque c'est quand même un élément important, des études ont montré, par exemple, que quand on consommait plus de légumes, de fruits et de céréales, de bonne alimentation, des produits laitiers, du poisson et des noix, eh bien, on avait des marqueurs de la composition du cerveau, cette fois-ci, qui étaient supérieurs. Donc, l'alimentation a vraiment un impact tout à fait important. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on disait qu'il fallait quand même avoir des discours positifs. Actuellement, l'incidence de la maladie d'Alzheimer, c'est dans le nombre
nombre de nouveaux cas ne fait que diminuer tous les 10 ans par rapport à ce que c'était il y a 20 ou 30 ans. Le nombre de cas augmente parce qu'on vit plus longtemps, plus vieux, mais le nombre de nouveaux cas diminue. Peut-être l'alimentation y contribue. Alors, moi qui suis dans la nutrition, il y a beaucoup de facteurs sur lesquels on peut agir pour empêcher le déclin des os, du muscle, du cerveau et de la vue. Ici, quelques petites indications un petit peu trop savantes, mais vous voyez qu'il y a des vitamines, il y a des micronutriments, tout ça, ça se traduit par des changements alimentaires précis. Et tout ça, on est bien d'accord, c'est dans l'alimentation. Tout ça, c'est dans l'alimentation. Donc le calcium, les protéines, les acides gras oméga 3, tout ça, c'est connu. Alors, où est-ce qu'on trouve tout ça et qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, on ne va pas donner un cours de nutrition ici, c'est pas le sujet, mais manifestement, les études sont en faveur du rôle de l'alimentation. Ici, je donnerai un exemple. Dans cette étude, les sujets qui avaient une consommation plus importante de tous ces composés qu'on appelle les flavonols et qu'on trouve dans les aliments qui figurent sur cette petite liste. Alors le vin, on mettra entre parenthèses, mais c'est une source, mais il faut faire attention. Le chou, les tomates, les poires, les huiles d'olive, les épinards, le brocoli, etc. Eh bien, avait une diminution de 48% du risque d'Alzheimer. Alors, on ne va pas empêcher Alzheimer. Aujourd'hui, on ne prévient pas de façon absolue, mais on peut quand même mettre plus de chances de son côté. C'est un élément important. Bien sûr, il y a des facteurs qu'on ne maîtrise pas, il y a des facteurs génétiques. C'est aussi important de le rappeler. Sur les os, cette étude montre très clairement que les femmes qui ont des apports plus importants en protéines laitières, eh bien, ont une résistance osseuse qui est plus importante à 65 ans. Et là aussi, c'est un élément important. Alors, très récemment, une nouvelle étude qui montre que les gens qui ont des déficits en vitamines, en vitamine D, en vitamine B, en oméga 3, ont 3 fois plus de déficit de la force musculaire, c'est-à-dire de ce qu'on appelle la sarcopénie, l'incapacité à avoir des muscles qui sont fonctionnels lorsqu'on se lève d'une chaise. Et ça, c'est un risque de chute, c'est aussi un risque de complication. Donc on voit très bien que la nutrition est un élément de prévention essentiel. Alors je mettrai enfin, pour terminer, en garde contre les excès, on a entendu, bien entendu, c'est évident, mais aussi contre le déficit, contre les restrictions excessives, parce qu'on voit beaucoup de gens qui se mettent à des régimes inappropriés, qui vont perdre du gras, mais qui vont perdre aussi beaucoup de muscles. Ce n'est pas le moment de faire des régimes quand on a un certain âge, et même quand on est plus jeune, il ne faut pas rentrer dans le système des régimes, il faut simplement apprendre à manger de façon variée, équilibrée de tout. Pourquoi? Parce que ça va jouer un rôle sur le microbiote, qui est un élément aussi, un marqueur de vieillissement très important, sur l'immunité. Tout ça, c'est essentiel. Je dirais, il faut une frugalité prudente, c'est-à-dire une forme de sagesse, cette sagesse alimentaire qui est un petit peu du bon sens. Et puis aussi, l'activité physique et le lien social, ce sont vraiment des éléments essentiels, à mon avis, pour essayer d'avoir ce qu'on appelle un vieillissement réussi. Je terminerai avec deux phrases. Une fragilité, ça se répare. On l'a vu tout à l'heure que c'est pas irréversible. Et donc, il n'est jamais trop tard pour bien faire, parce que sinon, on va désespérer. Mais un vieillissement réussi, ça se prépare. Alors, ça se commande pas. C'est comme la prévention, ça ne se décrète pas. Ça se prépare. C'est pas une assurance vie. C'est pas une certitude. Mais c'est quand même un élément qu'il faut mettre de côté, plus de chances de son côté, avec, bien sûr, on le redira aussi, une grande inégalité entre les uns et les autres, mais pour autant, ça ne doit pas nous empêcher d'agir avec ce que l'on a comme outil à notre disposition, et l'hygiène de vie et tout ce que j'ai indiqué. Tout le monde le sait maintenant, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, et donc on n'aura jamais fini d'insister pour des choses qui sont à notre portée. Voilà quelques pistes de cliniciens sur un vieillissement réussi. Merci beaucoup Jean-Michel Lecerf. On reste donc optimiste, il y a des choses à faire, ne serait-ce que des petites choses. Et alors quand on vous écoute, Éric Gilson et Jean-Michel Lecerf, on se dit, voilà, on sait à peu près quels sont les outils, on sait à peu près ce qu'est le paysage, et donc on va se tourner bien sûr vers Thierry Mathieu, on va dire, voilà, on a tous ces éléments-là, est-ce que ça ne serait pas intéressant de doser tout ça, de faire un grand melting pot de tout ça et de dire, voilà ce qu'il faudrait faire pour vieillir en bonne santé, ou pour au moins vieillir bien. Thierry Mathieu, est-ce qu'on peut doser tout ça? Alors merci pour votre invitation. Effectivement, on aimerait pouvoir préparer son vieillissement de la meilleure façon. Et pour cela, une des façons, c'est de
comprendre ce qu'est l'âge physiologique, c'est-à-dire son âge réel. L'âge, je vais prendre la télécommande, effectivement. On connaît parfaitement son âge civil, celui qu'on fête tous les ans pour son anniversaire, inéluctablement, qui ajoute les années aux années. Mais l'âge physiologique, c'est l'âge qui reflète son état de santé réel. On dit qu'on a l'âge de ses artères, mais également on a l'âge de son cerveau, on a l'âge de ses muscles, on a l'âge de son cœur. Et nous ne vieillissons pas tous de la même façon. Nous n'avons pas le même génome, nous n'avons pas le même métabolome évidemment, mais également nous ne vivons pas dans les mêmes conditions d'environnement, nous n'avons pas le même mode de vie. L'âge physiologique permet donc d'avoir une idée des années qu'il nous reste à vivre en bonne santé. Et contrairement à l'âge civil, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui est irréversible, lui, inéluctable, l'âge physiologique est susceptible de varier dans des proportions plus ou moins importantes, en plus ou en moins. C'est-à-dire qu'il peut régresser si la personne modifie son mode de vie, et ce, de manière mesurée et objective, c'est-à-dire basée sur la preuve. Il y a deux intérêts majeurs donc, à déterminer son âge physiologique ou âge biologique, j'expliquerai la différence tout à l'heure. C'est que le premier intérêt, c'est de pouvoir prédire avec une bonne fiabilité la survenue de maladies liées à l'âge, en dépistant ce qu'on appelle des facteurs de fragilité. Et donc, ceci permet de mettre en place des stratégies de prévention efficaces qui permettront de vivre mieux et plus longtemps. J'en reparlerai tout à l'heure. Le deuxième intérêt de la détermination d'un âge physiologique, c'est vérifier l'efficacité d'une thérapie anti-âge. C'est-à-dire que c'est pas facile chez un être humain de vérifier qu'il va se sentir mieux dans 10 ans si on n'a pas des marqueurs physiologiques tout à fait fiables. Et donc la détermination d'un âge physiologique fiable permet d'apprécier l'efficacité d'une intervention anti-âge, qu'elle soit médicamenteuse, qui ne manquera pas d'arriver dans les prochaines années, ou bien sûr hygiéno-diététique. Voilà. Alors comment peut-on déterminer son âge physiologique ? Il existe plusieurs approches, plus ou moins compliquées. En gros, on a une approche clinique et une approche biologique de recherche de marqueurs de fragilité. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pour les marqueurs cliniques, c'est ce qu'on voit actuellement. Il y a, de toute façon, toutes ces approches, il n'y a pas de consensus au niveau international. Et donc, les équipes médicales, les équipes scientifiques, les groupes médico-chirurgicaux proposent des check-up santé qui sont la base de la recherche de ces marqueurs de fragilité. On cherche, par exemple, à l'Institut Pasteur de Lille, on a effectivement un parcours longévité qui existe et qui est basé sur des marqueurs cliniques et des marqueurs biologiques relativement simples. Les marqueurs cliniques sont basés essentiellement sur les interrogatoires, c'est-à-dire la détermination des antécédents familiaux, les antécédents personnels, des examens somatiques relativement faciles à mettre en œuvre, détermination du poids, de la vitesse de marche, de la vitesse de préhension, des examens cognitifs aussi, et tout ceci complété par quelques marqueurs biologiques qui sont relativement peu coûteux, mais qui donnent beaucoup d'informations, des marqueurs inflammatoires, comme la CRP, de risques diabétiques, comme l'HBG, ou bien des marqueurs de risque d'insuffisance cardiaque. Il y a des marqueurs biologiques plus complexes, beaucoup plus complexes, qui sont faits par des laboratoires spécialisés. On parle là d'acide gras érythrocytaire, de LDL oxydé, d'interleukine, de coenzyme Q10, etc. Des examens qui sont très coûteux, longs à obtenir, mais surtout dont l'interprétation n'est pas encore très facile à faire. Aujourd'hui, les équipes scientifiques préfèrent se baser sur une approche que l'on dit omics. Alors, qu'est-ce que c'est les omics ? Les omics, c'est tout ce qui découle du génome, de l'analyse du génome. On parle de génomique, épigénomique, transcriptomique, métabolomique, etc. Et donc, ce sont ça, les
les omics. Et donc, on parlait tout à l'heure de la longueur des télomères, ça fait partie des omics, puisque c'est une analyse du génome. Il y a également une analyse de l'épigénome. Il y a un scientifique de la Harvard Medical School qui s'appelle Steve Horvath qui a mis, il y a une dizaine d'années, en place des corrélations entre la variation de l'épigénome et le vieillissement, qu'il a appelé l'épicloque, mais il y a plusieurs types de variations d'épigénome. Et également, les tendances actuelles sont de chercher des protéines d'intérêt du vieillissement qu'on appelle la protéomique. Comment fait-on là aujourd'hui pour intégrer toutes ces données? Les équipes médicales sont dans leur spécialité, c'est-à-dire qu'il y a donc des check-up santé, d'autres qui font les télomères, les épigénomes, etc. Mais quelques équipes dans le monde travaillent à intégrer toutes ces données grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle que nous sommes d'ailleurs nous-mêmes en train de mettre en place. Donc cet index de fragilité, c'est-à-dire la conséquence de l'intégration de tous ces paramètres, cet index de fragilité permet de prédire l'apparition de maladies liées à l'âge et bien sûr de la perte d'autonomie. Bien sûr, tout cela coûte cher. Quand on parle de prix de la longévité en bonne santé, c'est le thème de ce colloque, les coûts de détermination de cet âge physiologique sont très élevés. Les dépistages de facteurs de fragilité, comme la clinique, c'est assez simple, puisque on va dire peser un individu, c'est pas très cher, voir comment il marche, c'est pas très cher. La biologie de routine, c'est pas non plus très cher, on est dans les 100-150 euros, et on a beaucoup d'informations. La biologie spécialisée, elle, est beaucoup plus coûteuse et n'est pas encore normalisée au niveau international. Quant au mix, les télomères rentrent dans la routine quasiment, puisque un coût de recherche de télomères, c'est environ 200 euros. L'épigénome, ça dépend du nombre de marqueurs de méthylation qu'on va chercher. Ça varie entre 800 et 2500 euros. Et les protéomes, c'est un petit peu moins cher parce qu'on peut faire ça sous forme de puces eurées ou bien de spectro de masse. On est en gros entre 50 et 500 euros. Tout ceci pour dire que nous avons aujourd'hui les moyens de prolonger la durée de vie en bonne santé. On peut évidemment réduire les coûts liés à l'apparition des maladies liées à l'âge, la perte d'autonomie, et participer à l'augmentation de la longévité en bonne santé de chacun. Vivre mieux en bonne santé, c'est le credo de la Fondation Pilège. Ces moyens existent, mais les technologies sont onéreuses et ne sont pas prises en charge actuellement dans le cadre de la prévention. C'est-à-dire que quand on fait même un bilan simple, biologique, et si l'on fait ça sous l'angle de la prévention, il n'est pas pris en charge. Et donc, ce que je souhaiterais, c'est une évaluation médico-économique pouvant faire évoluer cette situation de façon générale. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. On va y revenir avec des questions. Alors, j'ai déjà une première question pour Jean-Michel Le Cerf qui nous dit « Pendant un temps, j'ai réalisé des interventions bénévoles au lycée comme diététicienne nutritionniste spécialisée en microbiote. » Très bien. Et je suis quand même aujourd'hui frappé qu'on n'en fait plus, ou très peu. On n'investit plus dans cette éducation. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que, peut-être à la base, on puisse, sur les jeunes, donner les bonnes règles de diététique ? Oui, un vaste problème. En fait, la nutrition, ça ne s'apprend pas, ça se vit, ça se transmet. Donc, je pense qu'il y a aussi un problème de perte de transmission familiale. Il y a aussi une perte de relation avec la nourriture. Il faut aussi redonner aux jeunes la connaissance de ce que c'est qu'une alimentation variée. Peut-être davantage agir justement sur cette réconciliation positive avec la nourriture pour que les aliments ne soient plus considérés comme des choses bizarres, mais des choses qu'il faut intégrer, qu'il faut incorporer avec cette diversité. Je pense que c'est peut-être plutôt vers des approches positives plutôt que toute une somme de règles que les gens ont entendu mais qui n'ont pas forcément intériorisé. Je ne suis pas aussi négatif que la personne qui pose la question. Il y a encore des choses qui sont faites, mais peut-être il faut changer la façon dont on les transmet. Là je serais assez d'accord avec ce commentaire.
Une autre question pour Thierry Mathieu. On nous dit, vous nous avez présenté beaucoup d'examens. Qu'est-ce qui serait aujourd'hui raisonnable de faire pour savoir où on en est de son âge physiologique? Une approche qui est vraiment très différente selon les pays. Je dirais presque selon les régions en France, puisque dans le groupe, on fait des examens comme ça. À l'Institut Pasteur, on fait des examens comme ça, et on se rend compte qu'en fonction des populations, il n'y a toujours pas de consensus. Très honnêtement, il y a des examens simples, cliniques à faire, comme la surveillance du poids, tout bêtement, la surveillance de la force de préhension, de la vitesse de marche, en fonction de l'âge, évidemment, on ne va pas faire une vitesse de marche à 25 ans, mais la vitesse de marche est très importante. Sur le plan clinique, évidemment, l'interrogatoire, bon, ben ça c'est normal, mais sur le plan clinique, donc, le poids, la force de préhension, la vitesse de marche, l'équilibre aussi, l'équilibre monopodal, on appelle ça, les yeux fermés. Sur un pied, quoi. C'est exactement ça, sur un pied. Les yeux fermés, ce qui n'est pas du tout évident à faire. Il faut savoir qu'à 60 ans, on ne tient en moyenne que 10 secondes les yeux fermés sur un pied. Et j'ai fait l'expérience. Tout ceci, ce sont des choses simples à faire. Pour la biologie, également, je préconiserais des examens de routine relativement simples. Bien sûr, la surveillance de la vitamine D, puisqu'on est quand même souvent fort carencé en France, surtout dans la partie nord de la France. Mais la recherche de maladies métaboliques avec l'hémoglobine glycosylée, des examens simples, NT-proBNP pour l'insuffisance cardiaque, enfin là je ne peux pas faire bien sûr, mais voilà, il y a des examens relativement simples. Si on veut aller au-delà, ça devient beaucoup plus coûteux, mais c'est faisable. Ce qu'il faut aller chercher, c'est aller chercher maintenant de l'argent public pour essayer de financer ce... Quand on aura validé tout ce que vous avez dit. Voilà, si vous exactement. bien précisé. Éric Gisson, également une question. Voilà, vous aurez une question chacun. Vous avez parlé de beaucoup d'éléments et de pistes de recherche. Quelle est la piste de recherche dans le domaine du vieillissement, dans le domaine de la biologie, qui vous paraît la plus prometteuse? Vous êtes obligé de vous mouiller, c'est des questions simples qu'on vous pose. Non. Je pense que actuellement, la piste qui est suivie par la plupart des laboratoires, c'est de détruire ces fameuses cellules sénescentes. Et je pense que, alors maintenant, ça c'est ce que les gens font, c'est ce que les big pharma investissent énormément d'argent dans ce domaine-là. Maintenant, ce que je pense, c'est que ça marchera jamais comme ça, et que je pense qu'il faut garder à l'esprit que si on veut réparer un tissu vieillissant pour d'une certaine façon au moins le maintenir dans un certain état jeune, ça veut dire quoi? Ça veut dire lui garder ses capacités de régénération. Et tout ce qui va cibler, j'allais dire, nos capacités de régénération, que ce soit au niveau des cellules souches, mais même au niveau de ce qu'on appelle les cellules post-mitotiques, ces cellules qu'on va garder toute notre vie dans notre corps, comme les neurones ou des fibres musculaires, tous les processus de réparation internes à ces cellules-là, il y en a plein, elles vivent comme ça, mais seulement si elles les perdent, après c'est trop tard, on ne peut pas les remplacer. Donc je pense que coupler des approches de médecine régénérative des tissus avec certaines cibles du vieillissement, c'est la bonne démarche à avoir actuellement, et il y a des laboratoires qui commencent à travailler dans ce sens-là. Messieurs, merci beaucoup. Restez avec nous. Table ronde suivante, tout à fait passionnante. Est-ce qu'en fin de compte, en France, on est prêt à tout cela? Avec une question extraordinairement compliquée. Les jeux sont-ils faits dans les 1000 premiers jours de la vie? Vous allez avoir la réponse dans quelques instants. Restez avec nous.